Yo les petits preneurs en otage d'honnêtes travailleurs. Aujourd'hui, fini la boulangerie, on rentre dans le dur, dans le théorique. On attaque les choses sérieuses. On va parler société, on va parler risque, on va parler société du risque. Le livre du sociologue Ulrich Beck, La société du risque, devient une référence à sa sortie, dans la socio des années 80-90, parce qu'il décrit un nouveau paradigme deviné ou constaté par la communauté. Malgré certaines failles dans la méthodologie de Beck, et l'utilisation de ses travaux ensuite par son analyse sur la modernité est largement reprise, et je vais vous décrire sa thèse et les conclusions que moi j'en tire sur le monde d'après, qui sont un peu différentes de celles du MEDEF entre autres. La société du risque décrit comment, en Occident, des révolutions industrielles et technologiques ont fait évoluer la répartition de la pénurie en répartition du risque. Jusque dans les années 70, le niveau de confort de la population est extrêmement inégal. En fait, aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais on souffre à l'époque non seulement de l'inégalité en soi, mais de problèmes liés à la pénurie, au sous-approvisionnement en nourriture, en soins, en éducation. Aujourd'hui, la manière de produire a changé. On produit beaucoup plus, et les problèmes de sous-approvisionnement se sont transformés en problèmes de surapprovisionnement. C'est quoi le problème du coup? On a trop de trucs? C'est peut-être un débat, mais c'est pas celui qu'on va aborder. Le problème, c'est que le gain d'efficacité de notre système de production et d'approvisionnement n'est pas supérieur sans conséquence ou par magie. Il a un coût. La complexité, le risque et l'incertitude. On prend conscience de cette notion de risque telle que Beck le décrit après de grandes catastrophes, Tchernobyl, la vache folle, qui mettent en évidence l'existence de limites dans la création de risques. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce truc du risque. Beck ne dit pas qu'il n'y a plus d'inégalité, ni qu'il n'y avait pas de risque avant. Les ouvriers estropiés par les machines et les smicards seront d'accord avec ça. Seulement, ce risque n'est plus individuel, lié à un outil ou une machine, ou inhérent à un seul processus ou un secteur d'activité. Aujourd'hui, le risque est croissant et non individuel, mais massif. Pollution, accidents nucléaires, pesticides, réchauffement climatique. Le risque est aujourd'hui lié à l'interconnexion des systèmes, à la complexité des processus, et lié à l'incertitude, l'incapacité de prévoir les conséquences d'une action dans un système d'interconnexion bien trop énorme. En comparaison, un risque c'est généralement une conséquence négative dont on connaît la probabilité d'arriver et pour laquelle on peut du coup prévoir une solution. Mais nous on n'arrive plus à calculer cette probabilité. Les risques qui sont maintenant inhérents au système lui-même. Même la science, auparavant garante de la vérité au plus proche, ne peut plus que partiellement nous aider. Attention, ici je suis pas en train de dire que la science est relative, qu'il faudrait se baser sur les dires des gourous, des complotistes, des profs de yoga ou même des gens de gauche pour analyser objectivement le monde. Et encore moins que ce qu'elle prouve est faux. Il y a deux aspects à cette question. D'une part, la science telle que recherche scientifique, qui a des protocoles stricts et qui tend à établir les faits avec toute la vraisemblance possible. Celle-ci ne peut que partiellement nous aider à cause de la complexité des interconnexions entre toutes les choses du système. La rigueur des processus scientifiques la rend lente à résoudre des problèmes intriqués, précisément parce qu'elle cherche à être sûre de ce qu'elle avance. C'est pas un mal, bien au contraire. Mais par exemple, si on cherche à établir la culpabilité d'une entreprise qui émet des particules toxiques, dans la maladie d'un certain groupe de personnes, une analyse scientifique rigoureuse peut entraîner des années de recherche. Sur la substance en elle-même, sur les substances présentes dans l'air et ce qui a pu les amener là, sur les entreprises, des analyses sur les malades, sur les taux limites, etc., etc. Pendant toutes ces années, des gens continuent de mourir, avant qu'on puisse prouver avec certitude que l'entreprise doit arrêter d'émettre. On priorise le gain sûr par rapport au risque de la perte. Et surtout, sans savoir avec certitude quels sont ces risques. C'est ainsi que la maladie de la vache folle s'est vue traitée comme une crise, en partie grâce à l'action des consommateurs qui ont appliqué eux-mêmes le principe de précaution. C'était pas des experts, mais comme ils étaient touchés, ils pouvaient quand même apporter leur part de vérité à l'affaire. Je vais quand même modérer mon propos, l'application du principe de précaution, qui a été en partie poussée par des débats sur les OGM par exemple, elle permet de mettre en place des mesures anticipatives des risques, sans attendre des preuves formelles. La deuxième définition, c'est la science telle que la technique. La technique, ça a été un ensemble de solutions. C'est elle qui a amélioré nos modes de production, notre confort, nos connaissances. C'est elles qui ont participé à nous sortir de la pénurie et nous offrent des perspectives glorieuses dans certains domaines. Par exemple, en Occident, l'agriculture intensive, elle a permis de transformer les famines ou tous les phénomènes liés à des aléas météorologiques en un lointain souvenir appartenant au temps de l'agriculture traditionnelle. Les rendements sont meilleurs grâce aux machines et aux produits, et l'approvisionnement est meilleur grâce à la concurrence libre internationale ou aux imports-exports. Mais aujourd'hui, la science est réflexive. Les évolutions techniques ont en partie pour but de gérer les externalités négatives des évolutions techniques précédentes. Dans notre exemple, les externalités négatives, c'est les pesticides, la destruction des sols, la condition animale,
les conditions de travail des agriculteurs à cause de cette concurrence, les flux tendus qui vont jusqu'à créer de nouvelles famines. La crise du coronavirus et la fermeture des frontières l'ont montré en Afrique, et ça pourrait très bien arriver assez rapidement chez nous aussi. On va donc rechercher de nouvelles techniques pour gérer ces nouveaux risques. Du coup, la complexité encore renouvelée de la technique produit une énorme incertitude dans le risque. La solution qu'on emploie face à ça, c'est de créer au sein de notre espace ultra complexe et technique une nouvelle bulle technique pour se protéger des risques individuellement, mais qui va entretenir et accentuer la fébrilité d'un ensemble. Un très bon exemple de ça, c'est les CDS, Credit Default Swap, ou contrats d'assurance contre le défaut de paiement d'un actif financier. Je comprends pas tout au marché financier, à la spéculation ou aux bulles spéculatives, mais je sais que c'est instable, hors de l'économie réelle, et que ça fait le beurre de ceux qui jouent à ce petit jeu sur le dos de la majorité. Dans ce game-là, on en parle pas mal avec le corona, il y a le marché de la dette. En gros, des organismes, des entreprises, des États, des banques, empruntent des sommes, en général à des banques, qui fournissent des titres de dette, qui définissent une période pendant laquelle l'organisme va devoir rembourser des intérêts jusqu'à rembourser son prêt. Mais si l'organisme endetté arrive à la fin de la période définie par le titre et ne peut pas rembourser, celui qui a acheté ce titre l'a dans l'os. C'est déjà un marché instable, paramétré par la spéculation et par l'état des organismes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une gentille banque inquiète et qu'on connaît l'instabilité du marché? On va établir des CDS, des contrats d'assurance qui vont nous assurer de récupérer notre somme même si l'organisme endetté ne peut pas payer. Et du coup, ça crée un marché des CDS. Et un marché de ouf! 24 000 milliards de dollars pour 27 000 milliards de dollars pour le marché de la dette. Et le marché de la dette, il est encore influencé par celui des CDS, ça s'arrête jamais. Donc c'est marrant parce que ça protège des défauts de paiement, mais comme des milliers de titres sont achetés, revendus, cotés en permanence, personne ne sait jamais quel risque est vraiment pris. Et du coup, si tout le monde essaie de se faire rembourser en même temps, on peut tout à fait avoir des défauts de CDS. Du coup, le marché est encore plus complexe et instable. Le risque de crise, voire d'effondrement économique est très présent. Mais alors si on est bien dans cette société du risque, qu'on a déjà constaté leur importance après des catastrophes, comment on fait pour maintenir ce système complexe et instable? Il y a plusieurs petites strates de dissimulation des risques dont je vais vous parler, notamment de compensation, de minimisation et de limitation. On entend pas mal parler de compensation volontaire, un mode de compensation carbone mis en place par les entreprises, du genre « on plante un arbre à chacun de vos voyages ». Ou bien, est-ce que vous voulez donner 1 euro à un projet écologique en même temps que vous achetez votre litre d'essence? Cette technique de compensation, elle dissimule les risques liés aux émissions de CO2, parce qu'elle fait croire que les moyens sont mis en face pour pallier les possibles conséquences. Mais c'est du greenwashing. Pour 1 tonne de carbone effectivement émise, on va planter tant d'arbres, attendre qu'ils poussent, espérer qu'ils soient ni rasés, ni incendiés. En fait, on nous fait croire que le système est simple, qu'il suffit de mettre 1 euro positif en face d'1 euro négatif pour supprimer les externalités négatives, et donc que le risque est parfaitement contrôlé. Il nie la complexité et l'incertitude du système pour pouvoir tirer des bénéfices sans avoir la responsabilité des conséquences négatives. Une deuxième technique de dissimulation des risques, c'est la minimisation politique voire idéologique, par le culte de la croissance, et l'idée que comme le progrès technologique est la seule voie, le risque qu'il génère est une conséquence malheureuse mais qu'on doit accepter puisqu'il est dans l'ordre des choses. Comme ça, on peut ensuite invisibiliser les externalités négatives et faire croire qu'elles ne font pas partie de la question. Si chaque catastrophe était prise en charge par ce qui l'engendre, le système ne pourrait pas se maintenir. Par exemple, Total est proclamé en 2012 coupable du naufrage de l'Erika, un pétrolier de 25 ans, et de l'explosion de l'usine de son sous-groupe AZF à Toulouse. Total a été condamné à payer la moitié de son chiffre d'affaires du seul semestre. La note aurait été bien plus élevée si l'entreprise avait dû payer le coût de la marée noire, de la biodiversité détruite, des soins des blessés, des vies retirées, en gros le coût matériel, social et écologique des 2 catastrophes. Mais ça n'a pas été le cas, c'est la société qui a payé ce coût et pas l'entreprise. Et on ne le remet pas en question, ça va de soi. Prendre en compte toutes les externalités négatives de la production d'un téléphone par exemple ferait aussi exploser son prix. Entre les petits-enfants dans les mines de métaux, la gestion des déchets et le coût des transports. Enfin, la limitation du risque peut aussi être fallacieuse, au moins sujette à débat. Si on prend l'exemple des taux limites de produits toxiques dans l'air, on admet qu'on peut négocier le taux d'empoisonnement, le niveau de précaution prise. On négocie le niveau de risque qu'on est prêt à prendre et le niveau d'incertitude que l'on impose pour gagner à coup sûr sur un plan. Cette limitation des risques telle qu'elle, elle sert à donner l'impression qu'on contrôle le risque, qu'on connaît sa probabilité et qu'on est paré à son éventualité. Elle est suffisante pour dissimuler le fait qu'on contrôle en fait rien du tout et que l'incertitude est grande, mais est-ce qu'elle est suffisante pour protéger les personnes qui sont victimes de catastrophes? Ça pose la question de qui sont ces personnes concernées.
On a dit plutôt que les risques n'étaient plus inhérents à des machines ou à des secteurs d'activité, mais inhérents au système tout entier, ce qui fait qu'ils ne s'appliquent plus à des individus, mais à l'ensemble de la population. Les libéraux et le MEDEF tirent de ça que le risque lisse les inégalités, parce qu'on est tous égaux face à eux, et que par là, le système de classe n'existe plus. Bon, d'habitude, on n'est pas trop d'accord avec le MEDEF, mais là, bah non plus, hein. Le réchauffement climatique a beau être un risque très global, les conséquences ne se font pas du tout sentir partout pareil, de même qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens pour se prémunir face aux risques, ni même de les connaître, entre un milliardaire qui s'est déjà fait construire un bunker et une mère célibataire avec 2 enfants qui doit bosser comme caissière pour payer son loyer. J'en viens à ma conclusion. Comment sortir de la société du risque? On a parlé plus haut de cette solution A, qui consiste à prévoir les risques via plus de technologie. Pour moi, cette solution, elle est vouée à l'échec, parce qu'elle ne participe qu'à alimenter la bulle d'incertitude qui plane, à complexifier le système et à créer de nouveaux risques. C'est continuer dans l'exacte même lignée. La technique, la science et les experts nous donnent l'illusion qu'ils peuvent gérer les risques, mais s'en montrent incapables du fait de la nature trop complexe du système, de la trop grosse inconnue. Ça donne des risques dissimulés, une solution A imposée par des experts. Mais face à l'incertitude, c'est l'entièreté de la société qui doit pouvoir faire le choix le plus éclairé, en connaissance de cause. Elle doit pouvoir choisir quel gain elle veut s'assurer par des évolutions techniques, et quel risque on assumera collectivement, ou quel risque on n'assumera pas du tout. La démocratie découle de cette incertitude et du principe de précaution. On ne peut pas obéir à un État qui ne peut pas nous protéger. Il faut donc qu'on prenne les décisions collectivement pour pouvoir les assumer collectivement. Tout le monde doit donc s'emparer du débat sur la question des limites à poser. Est-ce que le risque est connu? Est-ce qu'il est gérable? Et même, est-ce qu'il vaut le coup? Si cette société est artificiellement créée par nous, on a le pouvoir de la modifier. Si les risques sont créés par nous, on a le pouvoir de simplement en supprimer la source. C'est la solution B, la décomplexification du système, le renoncement à certains gains sûrs pour diminuer la part d'incertitude du système, la décroissance. Avec la démocratie, elle constitue un cercle vertueux, puisque la démocratie est nécessaire pour faire le choix éclairé entre les solutions A et B, et la décroissance, en décomplexifiant le système et en rendant plus accessible sa compréhension, permet ensuite de faire des choix encore plus éclairés, sur les besoins qu'on a, sur les risques qu'on est prêt à assumer et sur les gains qu'on veut s'assurer. En renonçant à des gains, on gagne en compréhension et donc en autonomie collectivement. Prenons les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elles mettent directement en relation les producteurs et les consommateurs pour des durées saisonnières. Comme ça, on sort du cercle classique de production. Avec les AMAP, on a moins le choix dans ses achats, on n'a pas accès à certains types de fruits et légumes, et on voit parfois ces aliments remplacés par d'autres en fonction des aléas des récoltes. Mais on a supprimé absolument tous les intermédiaires. Les distributeurs, les transporteurs, les magasins, les coopératives. On n'est plus dans l'incertitude sur l'état des récoltes, sur l'argent qui revient aux producteurs, sur la pollution émise, sur la manière de produire. On peut faire un choix éclairé parce qu'on comprend le système et qu'on en connaît les risques. Reste à savoir si on préfère un fort niveau de gain ou la maîtrise collective de nos vies. Pour moi, la réponse est claire. Si un fort niveau de gain, ça me dépossède de mon pouvoir politique, même si ça multiplie les avantages, j'en veux pas. Je veux pouvoir décider du seuil de développement qui me retirera pas ma capacité à faire un choix éclairé. À paix. Et voilà, vous avez maintenant une partie des cartes en main pour justifier la nécessité d'un changement de système. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos, on va apporter un tas d'autres cartes dans le futur. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous voulez voir en priorité ou me contacter à l'adresse qui s'affiche en description si vous voulez participer au contenu de la chaîne d'une manière ou d'une autre, en apparaissant, en écrivant ou même en donnant des idées. N'hésitez pas à mettre un pouce, gna abonnement, gna cloche, gna, partagez et surtout participez. Et n'oubliez pas, contre le système qui rend méchant,